Selon les informations du JD News, voilà, on a pu reconstituer un peu tout ce qui s'est dit lors de ces gardes à vue et notamment les 7 suspects qui ont été mis en cause et notamment l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud qui est triple fiché S, Jacques-Élie Favreau qui est d'ailleurs lui aussi en fiché S. Et selon donc les informations du JD News, il a directement reconnu face aux enquêteurs avoir été présent au moment de l'agression mortelle de Quentin, donc avoir Jacques-Élie assisté, Favreau, hein? Jacques-Élie Favreau avoir assisté à cette agression. Les enquêteurs ont saisi différentes vidéos dans lesquelles on entend des hommes crier. Voilà, c'est une bagarre avec Quentin qui est lynché au sol, et cetera. Ça crie dans tous les sens. Il y a des paroles qui ont pu être extraites, identifiées, notamment une phrase dans laquelle on entend «Allez Lyon, Antifa, on tient». Jacques-Élie Favreau aurait reconnu avoir tenu cette parole. Donc là, il met en avant son rôle de leader, en fait, dans ce groupe. C'est lui qui aurait mené en fait ce petit groupe d'une dizaine de personnes, visiblement dont certains appartiennent à la jeune garde. Et les enquêteurs ont également identifié un jeune homme, enfin ont ressorti une voix parmi ce groupe qui dit butez-le, tuez-le. Donc ils ont confronté cette vidéo dans laquelle on entend ce jeune homme dire ça lors de l'audition avec Jacques-Élie Favreau. Et Jacques-Élie Favreau aurait dit aux enquêteurs c'est pas impossible que c'est moi qui ai dit ça, sans formellement avoir reconnu les faits. Et là, c'est très important, C'est très effectivement, ce que important vous dites. parce que ça va jouer là-dessus en fait. Jacques-Élie Favreau actuellement est mis en examen pour complicité de meurtre par instigation, c'est-à-dire que il incite à un meurtre. On le rappelle, il encourt la même peine que s'il avait commis le meurtre, 30 ans de prison. Donc si jamais dans les futures auditions, il reconnaît désormais formellement avoir dit ça, Avoir dit L butez-le, avoir dit: «Butez-le», voilà. là, voilà, sa mise en examen sera pleinement justifiée et il sera jugé pour cela. Pour l'instant, à ce stade-là, il aurait dit que c'est pas impossible que ce soit lui qui ait dit ça. Jean-Baptiste Marty, journaliste police-justice à la rédaction d'Europe 1. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre? On apprend, les comportements des autres suspects, face aux enquêteurs. Certains ont décidé de garder le silence, Oui, c'est ça. notamment une Mmh. personne. Voilà, pendant 48 heures, les enquêteurs ont essayé de le cuisiner, il n'a rien voulu dire, même pas s'il était présent sur les lieux, malgré les bornages téléphoniques, parce qu'il y a eu beaucoup quand même d'enquêtes pendant 4-5 jours. Il y a certains mises en cause qui ont reconnu leur présence et d'autres qui ont reconnu des coups, notamment un qui a reconnu avoir, mis des coups de pied, dans le visage d'un homme qui était au sol, donc visiblement Quentin. Incroyable, incroyable. Bravo pour ces révélations, pour le JD News et Europe 1. Autre question, Jean-Baptiste Marty, qu'est-ce qu'on apprend un peu sur le profil, est-ce qu'on en apprend plus effectivement sur le profil de ceux qui ont été interpellés, notamment Raphaël Arnaud, Jacques-Élie Favreau, Ah, les autres? c'est intéressant parce que sur le profil des 7 mises en cause, 7 mises en examen, donc 6 pour homicide volontaire et Jacques-Élie Favreau pour complicité de meurtre par instigation. Visiblement, c'est des jeunes issus de très bonnes familles. Ils sont âgés entre 20 et 26 ans. Ils ont tous fait de belles études. Il y en a le plus jeune est encore en études, il étudie les sciences politiques. 2 viennent d'être diplômés, notamment un d'un master 2 en commerce international à l'IAE de Lyon. On sait que c'est quand même une école assez prestigieuse, reconnue, il faut quand même passer un concours. Incroyable. Voilà, donc c'est quand même des jeunes gens qui sont, assez instruits. On a aussi pu remonter, à travers notre enquête, un jeune homme qui était, par exemple en CDI dans une entreprise de pneumatiques, un grand groupe français, en Isère. Donc voilà, c'était des gens qui avaient quand même une situation assez stable. Il y en avait un qui était champion de France, il a été champion de France, de tir à l'arc à l'âge de 11 ans. C'est incroyable quand Donc c'est même pas ces des jeunes gens profils. qui étaient complètement Oui, déscolarisés, qui étaient déscolarisés, livrés à eux-mêmes. désœuvrés, Et en fait, on l'ivresse. Oui. s'aperçoit qu'il y a eu une forme de radicalisation. Il y a eu un processus de radicalisation lors de leur passage à Lyon, parce qu'en fait, le dénominateur commun, c'est qu'ils sont tous passés par Lyon. Que ce soit pour les études, leur environnement familial, etc. Et en fait, c'est à Lyon, c'est une sorte de bande de potes en fait qui s'est constituée et qui s'est radicalisée côté antifasciste et qui voilà a décidé de mener des exactions visiblement. Et même on apprend également, enfin selon les informations du JD News, que l'un d'entre eux aurait révélé aux enquêteurs que en amont de la conférence de Rima Hassen à Sciences Po Lyon, donc c'est bien ça, hein, dont il est l'objet en fait. Le lynchage de Quentin a eu lieu après cette conférence. Et visiblement, ce jeune homme-là aurait reçu un SMS pour venir renforcer les rangs de la jeune garde.
qui est officiellement dissoute, mais voilà, on va voir, parce qu'il y a une enquête qui est en cours par rapport à une possible reconstitution de ce groupuscule. Et oui, qui a été dissous. Jean-Baptiste Marty, journaliste police-justice à la rédaction d'Europe 1 pour ses révélations et son enquête après le meurtre de Quentin. Donc, vous nous avez parlé des profils, hein, Jacques-Élie Favreau, le meneur, Alexis C, l'historique, Adrien B, l'attaché parlementaire sous pseudo, Dimitri V, le cogneur. Tout ça à lire dans le JD News. Incroyable enquête. Paul L, le Benjamin, Paul L qui nie d'abord avoir porté des coups mais confronté à la pression et aux preuves accumulées, il rectifie sa version. Alors vous avez parlé justement, vous venez d'évoquer la jeune garde. Est-ce qu'on en apprend plus justement sur la jeune garde ? Sur la jeune garde, c'est assez compliqué parce que il faut rappeler le processus de dissolution. C'est Bruno Retailleau qui engage ce processus en juin dernier. Oui, on dit qu'il n'a rien fait, il a fait ça lui au moins. Donc, dissolution officielle de la jeune garde. Les membres historiques, dont le fondateur est Raphaël Arnaud, décident de faire un recours devant le Conseil d'État. Et en fait, dans le droit français, toute association qui est dissoute, même si elle fait appel devant le Conseil d'État, ce n'est pas suspensif. Donc jusqu'à la décision finale du Conseil d'État, cette association est officiellement dissoute. Et donc les membres n'ont pas le droit de se reconstituer, de se reformer. Et en fait, là, on s'aperçoit qu'on est en train de regarder, et il va y avoir une enquête également judiciaire là-dessus sur une possible reconstitution. C'est qu'en fait, ces membres-là se seraient reformés sous d'autres appellations. Par exemple, il y a un groupuscule qui s'appelle Éteignons la flamme qui a été créé en automne dernier. Et on retrouve les mêmes profils ? C'est les mêmes membres, visiblement, qui appartiendraient avec peut-être une base militante un peu plus large, avec d'autres profils. Il y a également un groupuscule qui est basé à Avignon et qui s'appelle No Passaran. Et eux, c'est assez intéressant, ils veulent ouvrir un bar qui s'appelle Chez Louise, et ce serait un bar antifasciste, donc réservé à leurs militants. Et voilà, donc possiblement le gouvernement étudie ces groupuscules-là pour savoir qui est à la tête et qui participe en fait à la formation de ces groupes. Incroyable. Merci beaucoup Jean-Baptiste Marty, journaliste police-justice à la rédaction d'Europe 1 pour ces révélations que vous pouvez lire dans le JD News. Si vous nous suivez sur le JD News, sur europe1.fr, je montre la une de JD News, Quentin, nos révélations sur l'enquête grâce à vous Jean-Baptiste Marty. Peut-être un mot, Gabriel Cluzel, sur ces révélations avant de marquer une pause. Oui, ces révélations qui sont proprement glaçantes en réalité, puisque elles nous renvoient aux dernières heures de Quentin. Moi, c'est quelque chose auquel je pense souvent, c'est-à-dire a-t-il eu peur, a-t-il compris que c'était très grave. Enfin, je crois que ça nous renvoie dans cette scène finale qui est très impressionnante. Mais on se dit, moi, je vais reprendre, pardon, c'est Marilyn qui a eu le mot juste tout à l'heure. Aujourd'hui, pour être vigile dans un supermarché, on préfère ne pas avoir des fichiers S, mais les faire rentrer comme députés à l'Assemblée ou assistants parlementaires, ça c'est pas grave. L'erreur initiale, elle est là, et moi je considère que sont solidairement complices tous ceux qui ont contribué à faire rentrer Monsieur Arnaud, qui est porté disparu, à l'Assemblée nationale. Mais oui, on peut se poser ces questions-là. Écoutons Bruno Gassio, candidat LFI au municipal à Paris. C'est une tristesse absolue pour sa famille, évidemment, qui a dû découvrir peut-être le même jour que leur enfant était mort. Et en plus, c'était un gros connard. Comment ? C'était un néo-nazi. Bruno Gassio qui ne respecte ni la fait que ce soit la mort d'un être humain. On a l'impression qu'on est dans une séquence de déshumanisation totale. Qui dit déshumanisation dit barbarie. Lorsqu'on on mélange connard et la mort de ce jeune homme, quel que soit ce qu'il aurait pu faire, on est quand même dans un monde où on respecte ces moments de deuil, ces moments de difficultés et de douleur de la famille. Écoutez également Mathilde Panot sur France 2 ce matin, qui charge les journalistes de Frontières et les journalistes de CNews, au lieu de vérifier, de nettoyer leur rang, comme disaient certains, comme disait d'ailleurs Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale, de faire le ménage, ils accusent les autres. Les journalistes vous dégoûtent. Ça, elle le dit. Les journalistes vous dégoûtent. De Frontières, oui, je crois, oui. De CNews aussi, souvent. Oui, ça arrive. Oui.
Voilà, Mathilde Panot qui dit voilà, dégoûtée par les journalistes de CNews, de Frontières, et puis Sophia Chikirou qui hurle lors d'un meeting et s'en prend elle aussi aux journalistes. C'est incroyable comment on voit cette diversion, comment ils changent le débat. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. Il n'y a pas de violence chez nous. On soutient de toute façon Raphaël Arnaud. C'est la faute de qui? La faute des médias. Écoutez. Virez les fascistes des médias, parce qu'on n'en peut plus des laquais des fascistes sur les plateaux télé. Vous nous dégoûtez. Voilà ce qu'ils sont, des nazis à petits pieds qui portent la cravate, se font beaux. Je les supporte plus. Je ne peux plus les encadrer. Moi, je me dis, si vous me laissez aller sur les plateaux télé, vous me laissez parler comme je veux, leur répondre et leur dire tout ce que je pense. C'est-à-dire que si à un moment, j'ai envie de leur dire, mais tais-toi, imbécile, laissez-moi le dire. C'est quand même incroyable, Gabriel Cluzel, de voir la stratégie et la virulence de la stratégie, comment LFI fait diversion complètement en niant les violences, en niant leur lien avec la jeune garde, en niant Raphaël Arnaud et tout ce qui se passe, alors que c'est dramatique ce qui se passe. Là, c'est la faute de qui? La faute de la droite nationale d'un côté et la faute des médias de l'autre. Non, mais c'est délirant, ce renversement, ce retournement comme une chaussette, là, des faits. Moi, je suis très frappée. Ça fonctionne nécessairement parce que ils critiquent beaucoup les journalistes, mais pardon, beaucoup de médias relaient leur narratif. Si vous voulez, quand vous parlez, s'agissant de Quentin, de néo-nazis à longueur d'antenne, bah, les gens comme nous vérifient, se cherchent des preuves, réfutent, etc. Mais les gens qui n'ont pas le temps, les gens qui suivent l'actualité de loin, ils disent lorsqu'il parle des 22 personnes tuées par l'extrême droite. Mais oui, les chiffres, on raconte n'importe quoi, c'est pas grave, ça passe crème. On propulse des experts militants qui ont été intervenants à l'université de LFI. Là aussi, c'est pas grave. Hier, vous savez ce qu'il a dit, Jean-Luc Mélenchon? Il a dit, moi je comprends pas, il faut que les journalistes arrêtent de dire que Quentin Derenc, vous savez qu'il veut pas l'appeler par son prénom parce que ça serait trop l'humaniser. C'est vrai nous parlons tous de Quentin, mais pas lui. En revanche, il parlait de Naël, Adam, évidemment. Eh bien, il dit, il faut arrêter de dire que les journalistes arrêtent de dire qu'il est catholique. Parce qu'ils pensent que forcément catholique avec néo-nazi, ça fait pas bon ménage. Hein, c'est sûr que c'est pas très compatible. Donc il aime pas. Il veut pas qu'on le dise. Mais pardon, il n'est pas encore au pouvoir. Il dicte pas encore aux journalistes ce qu'ils doivent dire. Non. Alors nous, on va continuer à dire que Quentin Derenc était catholique et même l'appeler Quentin pour que ce prénom reste et qu'on n'oublie pas sa mémoire. Et il avait 23 ans. Et il avait 23 ans. Non, c'est extrêmement choquant. Et puis ils essaient de se faire passer pour des doux comme des agneaux. Je vois Manuel Bompard qui dit, mais pardon, je suis un peu énervée parce que le mensonge, c'est révoltant. Mais je pense que ceux qui vous écoutent aussi sur Europe 1, beaucoup sont énervés. Non, mais il dit qu'il faut intensifier la lutte antifasciste. Il dit ça. Mais il veut quoi? Un deuxième mort? Un troisième mort? 10 morts? C'est quoi l'idée? Incitation à la haine, incitation à la violence. C'est fou. Et l'extrait que vous avez passé, mais pardon, mais là, c'est la mère de famille qui parle, c'est insupportable. C'est insupportable. Sur Bruno Gassio qui dit, pour les parents, c'est double peine. Je n'ose même pas le répéter. Voilà, bon. Mais je sais pas, moi, il y aurait même un criminel de droit commun qui passerait, je sais pas, qui serait mort, je penserais à sa mère, je me dirais, on peut pas dire des trucs comme ça le jour où il est enterré. Vous savez, il y avait autrefois, c'était le propre de notre civilisation, un respect dû à la mort. C'était quand même sacré. On voyait passer un corbillard, on signait. Mais là, tout ça a volé en éclats. Vous croyez que ce type, il sera sanctionné? Vous croyez qu'il sera sorti de la liste? Mais pas du tout. Ils assument tout. Ils assument tout sans complexe. En dit long sur ce qui se passera si un jour ils arrivaient au pouvoir. Hein. Et il parle fort aussi physiquement. C'est aussi ça. Il couvre la voix de tous. Exactement. Même physiquement, il parle fort pour qu'on les entende et que ça fasse le buzz. Ils ont des relais médiatiques. La violence fait partie de leur stratégie. Ils ont des relais médiatiques, effectivement, et ils parlent fort. Et puis, on dirait qu'effectivement, plus ils attisent ils incitent à la haine, plus ils disent des gros mots, si vous permettez l'expression, et plus ça fait partie des critères. Et vous parlez des élections, Gabriel Cluzel, mais on est à quelques semaines, on est à 3 semaines des municipales. C'est-à-dire que ce n'est pas rien à la séquence qui est en train de se passer, d'arriver maintenant. Et c'est très important. Très important. Alors moi, j'ai été très frappée de voir, il y a quand même quelque chose qui pour moi est assez positif, parce qu'il y a une prise de conscience de certains électeurs, je pense. Si aucun membre de LFI n'a dit jamais pardon, j'en ai pas entendu un seul dire « Ah, je regrette quand même cette proximité avec la jeune garde ». Enfin, je ne sais pas eu l'ombre d'un remords, d'un regret, d'un scrupule, rien. Mais j'ai vu sur une chaîne, je ne sais plus laquelle, mais une personne qui a dit « Moi, j'avais voté LFI,
Et j'avoue que quand je vois ça, je me dis c'est juste pas possible. Ah oui. Voilà. Et je me dis là, je regrette. Elle a dit je regrette. Un peu d'attendrissement, un peu d'humanité. Je pense que quand même il y a des électeurs qui sont heurtés. Oui. Elle a dit même, je crois, j'ai honte. Ah voilà, donc nous avons vu la même séquence, exactement. Écoutons Manon Aubry sur l'extrême droite, Manon Aubry qui elle aussi est LFI. Personnes LGBT ont parfois peur de sortir dans la rue parce qu'il n'y a jamais eu autant d'attaques d'extrême droite. C'est 102 exactement en l'espace de 15 ans, dont 70% sont impunis. Donc vous savez, chiffres de la mairie de Lyon, de la préfecture, notamment des chiffres qui ont été établis à Lyon. Et vous savez comme moi. Vous savez comme moi que s'il y a dans notre pays des antifascistes, c'est bien parce qu'il y a des fascistes. Et tant qu'il y aura des fascistes dans notre pays, il devra y avoir des antifascistes, mais qui n'utilisent pas la violence. Jamais la violence ne sera la solution, mais je rappelle que dans notre histoire, la violence, elle est d'abord le fait de l'extrême droite. Elle a été théorisée, un certain nombre de personnes sont mortes sous les coups de l'extrême droite, et je sais que notre courant, aussi dans notre pays, courant politique. Oui, l'extrême gauche, on entend Laurence Ferrari qui dit l'extrême gauche tue aussi. Et là, c'est vrai qu'il nie le mort, la personne qui vient d'être tuée pour cibler l'extrême droite et l'art de l'inversion accusatoire. Si vous êtes choqué, ou bien si vous comprenez la stratégie de LFI, appelez-nous au standard d'Europe 1 01 80 20 39 21. Je voulais vous faire écouter, avant de marquer une pause, juste avant, Jordan Florentin qui essaie de parler avec Raphaël Arnaud. C'était à l'époque, il était chez vous. Il était à Boulevard Voltaire, oui, c'est ça. Voltaire. Et écoutez. C'était ses premiers jours à l'Assemblée, je crois. Ah oui, à Raphaël Arnaud. Et écoutez exactement. bien ce qu'il dit à Jordan Florentin, qui montre quelque part qu'il y a effectivement voilà, que ce sont eux qui courent et qui menacent, on va dire, effectivement, Jordan Florentin. Oui, ça en dit long sur qui a peur. Parce que vous savez, le renversement de la rhétorique actuellement, c'est de dire « Oh, nous sommes doux, c'est l'extrême droite qui est violente. » Mais écoutez Raphaël Arnaud, il dit lui-même qui doit avoir peur et qui a peur en réalité. C'est assez frappant. Je voulais juste vous demander ce que vous pensez de la réaction de Brune Pivet. Je réponds pas à l'extrême droite, moi. Et vous leur serrez pas la main non plus, apparemment. Vous savez. Qui vous a appris à pas serrer la main? C'est rigolo de vous voir me courir après. Pourquoi vous leur serrez pas la main? Normalement, c'est plutôt l'inverse. Pourquoi vous leur serrez pas la main? Normalement, vous courez dans l'autre sens. C'est pas très poli de pas leur serrer la main. C'est pas très poli. Allez. Bon, vous ne voulez pas nous répondre? Non, bonne soirée. Oui, voilà, normalement, c'est plutôt l'inverse. C'est nous qui vous courons, c'est vous qui courez. On vous court après. C'est Raphaël Arnaud qui le dit. Quand on court, c'est qu'on a peur et qu'on est poursuivi. Eh bien, il le revendique, Raphaël Arnaud, dit c'est nous qui courons derrière vous, c'est vous qui avez peur. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'a confirmé aussi récemment, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il parlait de Némésis et il disait, oui, d'ailleurs, elle ne reste pas dans la salle longtemps, il parlait de je ne sais plus quel meeting, vous vous souvenez? Il a dit, elles partent vite. Pourquoi elles partent vite, à votre avis? Tout à fait. Parce qu'il y a des gens violents qui les poursuivent. Donc c'est un aveu. D'ailleurs, petite anecdote sur cette séquence, on voit son attaché parlementaire, aujourd'hui sulfureusement connu, qui est derrière lui.